Bonsoir les amis, bienvenue dans le club. Au menu ce soir, les compétitions africaines des clubs, la Ligue des champions et la Coupe de la CAF, ainsi bien sûr que le fameux clash entre les deux vedettes du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani et Neymar. Sans oublier cette véritable tuile pour le Barça, la blessure de sa recrue vedette, Ousmane Dembélé, le sommaire du club. C'est parti. Le Wydad de Casablanca joue gros ce samedi en quart de finale retour de la Ligue des champions. À Pretoria, dimanche dernier, les hommes de Hussein Hamouta se sont inclinés 1-0 face aux champions d'Afrique en titre, les Mamelodi Sundowns. En Coupe de la CAF et pour le même tour, le FUS de Walid Regragui se déplace à Sfax. Fort d'un petit avantage, la victoire à l'aller, 1-0. Cavani-Neymar, la guerre des égos a-t-elle déjà commencé? Le match du Paris Saint-Germain face à Lyon a révélé des tensions entre le buteur uruguayen et la pépite brésilienne. C'est un problème que l'entraîneur du PSG va vite devoir régler. Coûteuse blessure pour le FC Barcelone. L'ailier français Ousmane Dembélé, joueur le plus cher de l'histoire de la Liga, sera indisponible jusqu'à début 2018. Après s'être blessé le week-end dernier, une douche froide pour le club catalan, privé du successeur annoncé de Neymar. Et pour m'accompagner ce soir, un habitué du club, Moussa Ndao. Bonsoir Moussa. Bonsoir Jalal, ravi encore d'être là avec vous ce soir. Voilà, c'est une émission qui commence bien parce que je te rappelle du nom du présentateur vedette de cette émission, Amin Rahmouni, bonsoir. Il est inoubliable, le présentateur vedette. Bonsoir mes amis d'ici et d'ailleurs. Il manque quelqu'un ce soir, quelqu'un qui fait un peu le club buissonnier. Ça nous fait des vacances. Et tout cela, ouais, ça nous fait des vacances. Tout cela pour aller chanter. On va regarder un peu la photo de notre ami Reda Al-Ali. C'est lui là? Oui, c'est lui. On ne dirait pas que c'est lui. Hein. Ça claque. Et est-ce que d'abord, Amine, c'est une raison suffisante pour manquer un rendez-vous aussi important que le club? Allez chanter. Il ne peut pas non plus rater un rendez-vous aussi important qu'un concert face à peut-être 30, 40, 50 000, 100 000 personnes. Ah bah non, je peux t'assurer d'une chose, Amine, et je peux assurer aussi... Par rapport aux millions qui nous suivent, c'est toujours pas assez. D'une chose, qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent le club, en tout cas je l'espère, que de gens qui suivent Oba Spirit dans un concert. Tout juste, cher ami, tu auras le courage de lui dire ça quand tu le verras. De toute façon, j'ai le courage, de le dire devant des millions de téléspectateurs et il n'a qu'à aller voir l'émission ou en tout cas la revoir sur le site medientv.com. Bien sûr, donc il sera question de... D'ailleurs, je me pose une autre question. Non, mais c'est vrai. Quelle utilité aurait pu avoir un Rajaoui, Reda Al-Ali, dans une émission qu'on va consacrer, comme on l'a vu dans le sommaire, en partie au Wydad? Si ce n'est l'utilité de vous énerver, vous, les Wydadis, Moussa Ndao et notre ami Amin Rahmouni. Moussa, tu n'étais pas la semaine dernière. Je rappelle que l'émission Le Club est diffusée le mercredi à 16h en temps universel sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale, Média Afrique, et cela à Libreville, chez toi à Dakar, à Bamako, Yaoundé, Abidjan, Ouagadougou, Nouakchott, Nice et Monaco. Un petit mot, Moussa, pour tous nos amis qui nous suivent aussi, bien sûr, à la télé, mais aussi à la radio. Ben, au Sénégal, c'est Nengendef au Sénégal. J'espère que vous nous recevez bien. Ouais. Abidjan, c'est bonjour Akwaba pour mes amis ivoiriens qui j'espère aussi nous reçoivent très bien en attendant de saluer toute la communauté africaine aussi, surtout à Yaoundé, Libreville, en passant par Douala. Ouais. Et un petit peu partout. Mais tu sais qu'on peut le saluer en français. Hein. Bah oui. Salut. Donc les amis, le Wydad de Casablanca, la Ligue des champions, quelle analyse... On est obligé de commencer par les sujets qui fâchent. Voilà, les sujets qui fâchent, exactement. Quelle analyse on peut faire de la prestation du Wydad? Une défaite 1-0 face à Mamelodi Sundowns, les Sud-Africains champions d'Afrique en titre. Moussa. Défaite, c'est vrai, 1-0. Le match aller ne s'est pas bien passé, c'est le moins que l'on puisse dire. Maintenant, c'est vrai qu'on avait des appréhensions avant ce match aussi. Déjà par rapport à la douche froide reçue ici, à Casablanca, surtout devant le FUS, lors de la première journée, et surtout par rapport à certains errements tactiques qu'on a pu apercevoir.
Donc on n'était pas tellement rassurés. Concernant le match en lui-même, la première mi-temps, on peut dire qu'elle a été accomplie, c'est-à-dire l'équipe, ils ont bien tenu le coup, c'était ça l'essentiel, ne pas encaisser. Mais c'est surtout après qu'en deuxième mi-temps qu'ils ont craqué, parce que tout simplement, en contenant bien les Sud-Africains, quand le Wydad avait le ballon, il y avait cette lenteur, on ne le conservait pas, ou bien on le perdait très rapidement, ce qui faisait que l'adversaire revenait. Et comme on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Et le but. Exactement, surtout le but. C'est petite cause, grand effet, parce que le problème, c'était un ballon facile. Bah ouais, il y a eu une mésentente entre le gardien et Atouchi. Donc ils ne sont pas parlé sur le corner. Voilà, ils étaient en surnombre. Il y avait 8 défenseurs quand même du Wydad de Casablanca, devant 3 attaquants. Bien avant même le corner. Mais c'est les mêmes errances à peu près qu'on a senti que lors du match face au FUS de Rabat. Et moi, franchement, c'est pas pour vous énerver, mais je trouve que le 1-0, c'est pas cher payé parce que en seconde période, les Mamelodi Sundowns se sont créés plusieurs occasions de but. Et il y a eu aussi des erreurs d'arbitrage en faveur du Wydad sur des hors-jeux qui n'en étaient pas. Et voilà, ils s'en est plutôt pas mal sortis, le Wydad, malgré la défaite. Oui, au niveau des occasions, c'est vrai que les Sud-Africains ont été plus présents, mais surtout, il y a 2 ou 3 hors-jeux signalés. Alors qu'après, les ralentis nous ont montré que il n'y avait pas hors-jeu dans ce coup-là. En tout cas, ça montre aussi comment cette équipe joue. Mais surtout, ce qui fait quelque part, ce qui fait un peu mal, c'est que on n'a pas senti cette équipe sud-africaine comme on l'a présentée. Ouais. Elle n'a pas développé ce jeu. C'est le WAC qui a quelque part déjoué. Parce que quand on avait le ballon, on se projetait très rapidement devant et on le perdait. C'est-à-dire c'est la transition milieu-attaque qui a surtout fait défaut à cette équipe du WAC. Le projet, peut-être qu'il était bien en place par rapport à des ailiers qui vont vite, par rapport à une attaque qui revenait. Mais c'est quand on avait le ballon, si Jalal. C'est la transition attaque-défense ou la conservation du ballon, c'est à ce niveau-là qu'on a pêché et que, comme le ballon revenait tout le temps, Je ne m'appelle pas Jamal, je ne m'appelle pas Reda, je ne m'appelle pas Amine, je m'appelle Jalal. Et donc, Amine, quelle analyse tu fais, toi, de cette défaite du Wydad? Je dors parce que ça me change, de t'avoir en face de moi et d'avoir tant de gentillesse. Parce que tellement habitué à Reda et à ses vannes un peu pourries. Non, mais très sérieusement, je comprends que tu sois partie prenante, mais je te trouve quand même même pas. Non, mais très sérieusement. Après c'est mon avis que je partage avec moi-même. Non, mais sérieusement, je te trouve d'une délicatesse avec cette équipe du Wydad qui m'endort. Parce qu'il faut le dire clairement, on a très légitimement, quand je dis on, c'est pas tant les Wydadi, mais cette équipe marocaine, on va dire très légitimement perdu face à une équipe qui a très largement maîtrisé cette équipe du Wydad. Parce que cette équipe du Wydad est faible, Moussa. Elle est faible depuis plus d'1 an. On a eu un cache-misère qui s'appelait Jbor, qui fait que, qui met 20 buts sur une saison, on en parlait tout à l'heure, qui fait qu'il a pu, l'espace d'une saison, gommer un peu toute cette inefficacité qui caractérise ce club depuis très longtemps. Mais cette équipe est faible. Elle est pénible à voir jouer, cette équipe du Wydad. Tu le sais bien, Moussa. Elle ne se crée pas d'occasion. On se demande ce qu'ils font en milieu de semaine au niveau de l'animation offensive. Ça défend peut-être pas trop mal. On prend qu'un but. Mais après, on n'arrive pas à construire une action. On n'arrive pas à aligner 4 passes. On n'arrive pas à se créer des occasions de but. Cette équipe, aujourd'hui, grâce à un recrutement foireux. D'ailleurs, on se demande bien qui c'est qui l'a fait, même si Mouta a dit que ce n'est pas lui, que c'est le président. Et je pense que très sincèrement, oui, peut-être. Parce qu'on n'a pas su remplacer Jbor. On n'a pas remplacé Fall derrière. On n'a toujours pas de créateur de jeu. On a Ondama. Donc en fait, l'équipe s'est privée de. Là, j'ai l'occasion. Elle est privée de rien. Elle est privée de jeu. Mouta, je le dis très clairement et très gentiment, ou du moins n'a toujours pas su faire jouer cette équipe. Depuis 1 an, c'est faible, c'est pas joli. Si tu enlèves à Mouta. Non mais sérieusement, parce que et Jbor, ce garçon, Fall, c'est pas vrai. Il avait Fall l'an dernier, il avait Jbor l'an dernier, il avait Ondama l'an dernier. Ils ont fini champion. C'est pénible à voir jouer, il faut le dire très clairement. Mouta n'a pas su trouver les clés pour faire jouer son équipe comme il le fallait. Alors il a eu, je le répète, un cache-misère qui l'a sauvé très largement. J'ai pas fait les calculs, mais je crois quand je revois les matchs que Jbor à lui seul a dû ramener près de 18 points l'an dernier, sur des buts marqués entre la 75e, 80e et la 90e minute, sur des exploits individuels. Il a plus ce genre de personnage, parce que vous n'avez pas su le remplacer. Il a ramené un Dao dont on ne sait même pas quel poste il joue.
Quel poste joue Dao? Je te pose, toi qui es dans ce club-là. C'est pas un avanceur pur, il n'est pas assez rapide pour jouer ailier, c'est pas un distributeur de jeu. On se demande ce qu'il fout là, le Dao, alors qu'il a chez Katara qui pourra avoir sa chance. Très sérieusement, en parlant de Dao. On a un Haddad qui n'a pas fait un bon centre depuis 1993, depuis qu'il jouait à Hassan Agadir. Non, très sérieusement, le seul qu'on a aujourd'hui qui peut avoir une étincelle de jeu, c'est le petit Ounajm à droite. Mais bon, une hirondelle ne fera jamais le printemps. On n'a pas de distributeur. Cette équipe est un gag. D'ailleurs, on a bien pu le voir à Casablanca sur la première journée de championnat avec Regragui qui a très bien su aujourd'hui contenir cette équipe-là parce que cette équipe-là n'a pas d'âme, cette équipe-là n'a pas de projet de jeu, cette équipe-là aujourd'hui va galérer cette saison donc on sera bien heureux si on se qualifie samedi prochain. Arrête de déprimer les dizaines et dizaines de millions de supporters du Wydad, c'est pas perdu, c'est pas perdu. Il y a une part de vérité dans ce que tu dis. Je dis pas qu'on va être éliminé, mais je dis juste que les supporters du Wydad sont des gens qui connaissent le football. Les supporters du Wydad, je les connais, on se suit beaucoup, on partage avec eux. Je peux t'assurer qu'ils pensent strictement la même chose. Regardez ce club du Wydad jouer depuis maintenant 8 mois, 9 mois et d'un ennui bordel. Personnellement, je regrette beaucoup un De Sabre parce qu'avec un De Sabre qui commence la saison, la Amli Fête, qui la poursuit, qui finit la phase aller champion et qu'on débarque quand même, je suis certain qu'on aurait eu en fin d'année quelque chose de beaucoup plus abouti que ce qu'on a maintenant et merci. Moussa. Oui, Amine, sauf tout le monde est d'accord que voilà, cette équipe, elle n'est pas belle à voir, ça c'est une certitude. Maintenant, par rapport au match... Est-ce que c'est la seule faute de l'entraîneur? Je ne pense pas. On l'a privé de la colonne vertébrale, et j'insiste, Fall, Ondama et Jebor, ce n'est pas n'importe qui. Et aujourd'hui, on demande à cet entraîneur de gagner. Mais il les a eu l'an dernier, il n'a pas su les faire jouer non plus, quand même, il faut arrêter. On n'est pas en train de jouer sur 2 matchs. Le fait mais est-ce que c'est le moment, et parce que je sens aujourd'hui, Amine, de presque 9 mois. Il faut arrêter, c'est mauvais, c'est mauvais. On peut quand même dire les choses normalement. Soyons calmes et intelligents. C'est-à-dire, pas par rapport à ça. Non, pas par rapport à toi, mais par rapport à la gestion de ce moment important. Est-ce que c'est le moment idéal pour affaiblir la position de l'entraîneur? Et c'est toutes ces rumeurs qu'on entend à droite et à gauche que Hamoussa il va partir, qu'il y a X et Y qui vont le remplacer, que c'est la course au poste d'entraîneur du Wydad. Est-ce que c'est le moment? Parce qu'aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a une super opportunité, comme ça a été encore plus l'année dernière, pour le Wydad d'être champion d'Afrique, de participer à la Coupe du Monde des clubs. Oui, parfaitement d'accord. C'est vrai qu'il faut dire que voilà, depuis quelques matchs, il y a une épée de Damoclès sur la tête de l'entraîneur. C'est-à-dire à chaque match, on évoque son départ. Donc ce n'est pas la meilleure des manières de préparer à bien une rencontre. Ça, c'est une certitude. Maintenant, Amine, ce que tu dis, mais tout le monde est d'accord que cette équipe est pas belle à voir. Tout le monde est d'accord sur ça. Mais nous, on parle du match proprement dit par rapport à cette équipe sud-africaine. C'est-à-dire, on ne parle pas des joueurs qui sont partis, ça c'est une autre histoire. Par rapport à ce qu'ils ont remplacé. Le match aujourd'hui, Moussa, d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais le match proprement dit, par exemple, tu es technicien, tu t'y connais bien mieux que moi. Aujourd'hui, tu as un avis plus aiguisé sur une prestation d'un seul match. Moi, je pars d'une situation globale qui dure depuis 9 mois. Alors, effectivement, sur le match, je vais te dire, je peux avoir un avis de journaliste, je vais te dire, oui, j'ai été bluffé par un rendement d'un joueur comme Nkash, qui était homme du match. Bluffé, non, c'est les matchs qu'il fait en Afrique tout le temps, parce que voilà, il a parfaitement tenu la baraque, je vais bien. Mais je suis désolé, je veux te dire aussi qu'on a des latéraux qui n'ont aucun apport. Un garçon comme Nousser à droite, ou même le petit Gaderine, c'est moins de 2 centres par match. Je vais te dire que le but qu'on prend est indigne d'un club de Botola 1, champion du Maroc. Ouais. C'est un but que moi je prends avec mes amis quand on va jouer le lundi soir ou le jeudi soir. Non mais très sérieusement, il faut arrêter, c'est d'une faiblesse et c'est d'une naïveté, voilà, c'est d'une naïveté inouïe. Alors, je suis désolé, quand tu es en charge d'un groupe, tu n'as pas le droit de prendre des buts comme ça à part ça de la compétition. Bon, Ouzid, et je peux t'en sortir 20. Écoute, Moussa, tu es un technicien. Est-ce que tu trouves normal d'avoir un niveau de jeu pareil au niveau d'animation offensive? Qu'est-ce que fait cette équipe du lundi au vendredi aux entraînements? Alim, tout le monde est d'accord sur ça. Merci, bon, passe à autre chose. Tout le monde est d'accord. Alors, si tout le monde est d'accord, pourquoi tu dis que j'ai été tort? Si tout le monde est d'accord, alors c'est quoi le problème? Et ça va s'afficher même sur l'écran, c'est quoi le problème du Wydad aujourd'hui? Le problème, c'est quoi? C'est l'entraîneur, c'est les joueurs, c'est la direction du club, c'est un ensemble, c'est un fond de jeu, c'est des recrues qui ne sont pas à la hauteur. C'est la colonne vertébrale de l'équipe, comme tu le disais tantôt, qui n'a pas été remplacée. Quand on perd Fall, Ondama et Jebor, qui était à presque 60% de l'équipe, meilleur buteur avec 20 buts cette année, quand tu le perds,
Ouais, mais c'est là où je suis désolé, Moussa. C'est un tout. Après, je comprends. Tu es trop gentil. Non, mais moi, Amine, mais franchement, juste une petite parenthèse. C'est quoi le problème? Et je vais te donner juste un avis. Juste un avis. Par rapport à cette situation dans laquelle se trouve le Wydad. Pour moi, le responsable numéro 1 de cette situation, pour moi, c'est le club, c'est le patron du club, c'est le président du club. Contribue aussi. Non, mais c'est le plus important. Pourquoi? Parce qu'il sait, ce monsieur, qu'on est en compétition, qu'on va à la Ligue des Champions et que c'est la compétition phare, que le Wydad ne l'a plus gagnée depuis 1992, depuis que Moussa avait 20 et quelques années, voilà, et qu'aujourd'hui, c'est la porte qui est ouverte pour participer à la Coupe du Monde du club, que la concurrence n'est plus aussi terrible qu'elle l'était, et aujourd'hui, une fois, et ça arrive à tous les clubs marocains, mais c'est ça le drame, ça arrive à tous les clubs marocains, une fois on est champion du Maroc, eh bien l'équipe est désossée. Comment on peut se permettre, pour une équipe qui va participer à la Ligue des Champions, qu'elle perde tous ses principaux atouts? Parce que c'est un manque de vision. On peut les prendre un par un. Fall était en fin de contrat, il n'a pas été renouvelé pour des raisons obscures. Parce qu'encore une fois, on a tellement peu de communication qu'on ne sait jamais rien. On sait pourquoi Neymar est parti du PSG, de Barcelone, parce que la clause a été levée. On sait pourquoi Dembélé a eu son clash. Enfin, dans des clubs juste un peu normaux, on communique, on nous explique les choses. Aujourd'hui, à part peut-être le président, Fall et d'autres personnes, on ne sait pas pourquoi Fall n'a pas re-signé. Il était en fin de contrat. On sait que Jbor, 6 mois avant qu'il parte, qu'il n'était juste que prêté. Il n'a été ni prolongé, il n'y a pas eu de négociation, il a une meilleure offre. C'est ça l'erreur, je suis désolé. C'est ça, donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Tout ce que tu dis est très juste, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, dire qu'Atoshi a fait ça, que l'entraîneur a fait ça. Non, tu juges un match. Dans ce que tu fais, tu juges une situation. Alors effectivement, le président, pour moi, est l'un des premiers, voire le principal responsable de la situation actuelle. Mais c'est pas tout. Du Wydad, il faut être visionnaire. Moi, ce qui me gêne dans ton approche à Jadel, c'est qu'il est en train de juger le club à l'aune d'un seul match. Non, je ne parle pas du match, Amine. Même quand Jbor était là, même quand Fall était là, même quand Ondama était là, c'était une équipe moyenne. Et une équipe moyenne avec un cache-misère, je le répète, qui était Jbor parce qu'il mettait beaucoup de plus sur des actions. Aujourd'hui, tu n'as plus le cache-misère. Mais aujourd'hui, même le cache-misère n'est plus, donc Allah, c'est comme ça qu'on dit. Avant donc de poursuivre, les amis, donc la Ligue des Champions, le rendez-vous samedi. Et il ne faut pas écouter Amine Rahmouni. Il y a encore donc il y a de la vie à l'espoir et l'équipe du Wydad peut être championne d'Afrique. J'espère bien qu'elle sera. Bien sûr que je sais bien, mais aujourd'hui, on peut quand même pointer une situation sans insulter l'avenir. Maintenant, je vais le dire en une phrase. Le drame de cette équipe qui est, bon, comme les 2-3 personnes qui me connaissent le savent, est mon équipe de cœur. C'est que j'ai l'impression que cette vie, dans ce club-là, ou peut-être dans d'autres aussi, est un éternel recommencement. Ce qu'on vit aujourd'hui avec ce président et la situation de club, on l'a vécu avec le président d'avant et on continuera à le vivre après parce qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Aujourd'hui, nous sommes tellement intelligents que nous reprenons les mêmes ingrédients en espérant un dénouement différent. Non, c'est pas vrai. À force de reproduire les mêmes erreurs, toujours on aura des situations similaires. On n'apprend pas de nos erreurs. Et aujourd'hui, ce qu'on vit, il était prévisible. On en a parlé, Moussa, tu le sais bien. Ce qu'on vit aujourd'hui, on en a parlé en mai-juin dernier. Et aujourd'hui, 2-3 mois, 4 mois plus tard, voilà, la situation est telle. Effectivement, on peut encore passer ce tour-là. On risque même de le passer. Bien sûr, on risque de le passer. Parce que, voilà. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? On a une saison à venir. Est-ce que ça va être tenable, cette saison-là? J'y crois pas. Mais avant la saison, le match de samedi, samedi, ici même à Rabat, au complexe Moulay Abdallah, le Wydad de Casablanca, qui reçoit donc l'équipe de Sandows, les Mamelodis Sandows, vainqueur à l'aller, 1-0. 1-0, ça a été aussi le résultat d'un autre quart de finale aller en Coupe de la CAF, cette fois en faveur du Wydad de Casablanca face au CS Sfaxien. On écoute le FUS de Rabat. Le FUS de Rabat, exactement. Mets mon carton, j'ai même pour t'avoir repris sur ce coup. Non, je reprends l'histoire du selfie. L'autocarton. Voilà, l'autocarton. Je t'assure. Le FUS de Rabat qui s'est imposé donc face au CS Sfaxien. On écoute la réaction de Walid Regragui dans la conférence qui a suivi cette rencontre et on en débat juste après. Bon, je vais vous parler d'abord du match. Mais d'abord, je félicite l'Aaba Diali. Aujourd'hui, ils ont fait un match d'hommes. Ils ont couru, ils ont beaucoup couru. On a été moins bien physiquement que Sfax la deuxième mi-temps. On a souffert, mais pour une fois, même si on n'a pas joué notre football aujourd'hui, je suis content d'avoir gagné de cette manière-là. Rien n'est fait. Un match très difficile à Sfax, match de Mordiello. Ils ont une belle équipe, c'est solide, mais je pense sincèrement qu'on a fait le plus dur aujourd'hui. L'erreur qu'ils ont fait, c'est de ne pas marquer Lyon.
parce que nous avons marqué. Donc pour moi, pour qu'on se fasse éliminer, si on a marqué 3 buts. Donc voilà, on va y aller pour ne pas encaisser 3 buts. Je suis sûr de marquer là-bas. On a des joueurs qui vont pouvoir récupérer. Donc le but à l'extérieur, Wali Mouhim. Même si on avait fait 0-0, j'aurais été content. Voilà, donc Walid Regragui, moi j'aime bien Walid non seulement parce qu'il fait partie aussi de l'équipe des consultants du club, mais aussi parce que quand on l'entend parler, on ne s'ennuie pas. Enfin, ce n'est pas une conférence c'est clair, ce n'est pas un robinet d'eau chaude. Ouais. Maintenant, il y a des petites choses qui me gênent. Le coup de faire des matchs d'hommes, moi je trouve ça, faire des matchs d'hommes par opposition à autre chose. Mais ça, c'est une façon qu'on peut changer. Ouais, c'est tout simplement. Donc, voilà, c'est un tic verbal qui peut changer, ça lui fera pas mal. Un tic qui est super installé. Ah oui, mais c'est une horreur. Je pense qu'il ne l'avait pas quand il jouait au foot. Non, bien sûr. C'est une horreur. C'est un match d'hommes, rejoue l'image. Bon, il faut arrêter avec ces conneries. Donc je pense dans l'absolu effectivement que c'est toujours un plaisir de l'écouter parce que c'est pas un robinet d'eau chaude et le mec affiche ses ambitions, il veut aller mettre un but là-bas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est voilà, nous sommes dans l'action à venir et c'est ce genre de discours que je ne trouve pas chez certains, chez d'autres. Ouais, pour rester poli, parce qu'ils en ont pris assez aujourd'hui dans la tranche. Donc voilà, c'est bien, effectivement. Alors, c'est une petite performance parce qu'il va quand même battre une équipe qui est classée 4e de son championnat au bout de 4 matchs de championnat seulement. Je crois qu'ils ont 8 points contre 12 pour le premier. Donc oui, c'est une équipe de haut de tableau aujourd'hui tunisien que Walid a su défaire, même s'ils ont pas mal poussé en seconde mi-temps. Mais voilà, oui, effectivement, c'est un bon résultat. Ils ne prennent pas de but. Il a l'ambition d'aller marquer un but à l'extérieur. Il en met 3 au Wydad sur la première journée de championnat à l'extérieur. Donc c'est un monsieur aujourd'hui qui est conscient de ses moyens, de ses armes offensives. Donc s'il dit qu'il va mettre un but à l'extérieur, je pense qu'il peut le faire. Et effectivement, s'il en met un à l'extérieur, il faudra qu'il en mette 3. Donc c'est un bon calcul de Walid. Il faut juste arriver à tenir ses engagements. Sauf que ce ne sera pas facile aussi. Hein, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de dire ça que de le faire. En tout cas, c'était mais au moins il le dit, il y a cette ambition-là. Disons-le nous-mêmes aussi. Oui, mais les entraîneurs, tout le monde le dit, Amine, les entraîneurs le disent aussi. J'en ai pas beaucoup vu, et visez mon regard, cher ami. On vient là pour chercher un résultat positif, on vient là pour marquer. Non, lui, il ne va pas chercher un résultat positif, il va là pour mettre un but et se qualifier. En tout cas, ce qui est sûr, ils vont faire un match compliqué, parce que tout simplement, à Sfax, ça ne va pas être la tarte. Il le sait très très bien, le football tunisien, Amine. Mine de rien, c'est un des meilleurs footballs en Afrique. Les Tunisiens sont en phase de se qualifier à la Coupe du Monde. Il y a l'Espérance, il y a tous leurs clubs qui sont là. Même si, mine de rien, tu les vois pas, tu as l'impression que c'est des joueurs quelconques, mais ils sont toujours là pour la qualif. Donc 1-0, c'est vrai, c'est bien. Mais ce n'est pas encore une qualification qui est acquise. C'est pas ce qu'il dit, hein, Walid. Ce qu'il dit, c'est qu'il va aller marquer là-bas. Il va aller marquer là-bas. Il dit surtout, avant tout, il n'a pas pris à domicile. Oui. Parce qu'il ne faut pas en prendre à domicile. Voilà, il n'a pas pris à domicile. Il en a mis un. Il a l'ambition d'en mettre un autre là-bas. Oui, comme il peut en prendre 2 aussi. Hein. Oui, dans ce cas-là, écoute, si tu n'as pas cette ambition-là, tu rachètes la maison, tu prends un bon verre de lait, tu regardes le match et tu t'endors. En tout cas, lui, Walid, il a aussi cette sérénité. Il travaille dans la sérénité. On compare, tu as parlé, Amine, de son début de saison, une victoire à l'extérieur. 3-1 face au Wydad. Avec panache. Voilà, avec panache, une victoire en Coupe de la CAF. Mais souvenez-vous de l'année dernière et le début de saison catastrophique du FUS de Rabat. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les dirigeants du FUS? Ils ont prolongé le contrat de Walid Regragui, mais pendant cette tempête de résultats. C'est ça aussi qui change. Cette année, il perd quand même une pièce maîtresse, son milieu de terrain. Comme l'année dernière, il a perdu Batna quand même. Il a perdu Batna. Donc voilà, donc c'est un entraîneur qui se maintient. Ils ont retenu les leçons du passé. L'année dernière, c'est vrai, c'est compliqué pour eux. Ils étaient champions. Voilà, ils n'ont pas eu de vacances. Ils ont enchaîné sur l'Afrique. Ça fait 3 ans qu'ils jouent. Oui, ils n'ont pas eu de vacances. Ils ont enchaîné aussi sur la compétition arabe. Mais à aucun moment, malgré les mauvais résultats, et c'est ça la leçon, parce que c'est ça ce qu'on retient. C'est une vision, c'est une vision des dirigeants par rapport à tout un ensemble. Merci Moussa. Merci. Parfois. Quand tu n'es pas touché directement dans le cœur. Non, mais il a raison. Tu as les bons mots qu'il faut. C'est une vision. C'est une vision. Quand on n'en vient pas à vendre ces deux seuls avant-centres, ils sont des faces en centrale principale, ça veut dire qu'on manque de vision.
Contrairement à d'autres qui, eux, ont une vision. Mais ça paye parce et quand on déstabilise aussi son entraîneur à quelques jours du rendez-vous le plus important de l'année. Entraîneur, tout un club. Parce que aussi l'histoire aussi de fermer le terrain à Mohamed V pour préparer un match d'équipe nationale et d'expatrier encore l'équipe. Si on l'a pas relevé, mais je pense aussi qu'il faudrait qu'on y accorde une certaine importance dans une émission ultérieure. C'est bien dit, ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup, Amine. Restez avec nous, les amis. On va se retrouver dans quelques instants pour la seconde partie du club, pour évoquer cette fois l'affaire Neymar, Cavani, mais aussi la grave blessure de la nouvelle recrue multimillionnaire du Barça, Ousmane Dembélé. À tout de suite. Bienvenue les amis dans cette seconde partie du club, le Paris Saint-Germain, donc ayant changé de dimension durant l'intersaison avec le recrutement retentissant de Neymar. Le moindre petit accro prend désormais, mes amis, donc des proportions insoupçonnées. Dimanche soir et au-delà, bien sûr, de cette victoire compliquée du PSG face à l'Olympique Lyonnais dans le cadre de la 6e journée de la Ligue 1, 2-0, le monde du ballon rond a ainsi retenu la petite explication entre la star brésilienne et l'Uruguayen Edinson Cavani. On regarde le sujet, on en parle juste après. Avant l'ère Neymar et après l'empire Zlatan, l'affaire était entendue. Eddy, le buteur attitré, tirait tous les pénaltys pour soigner ses statistiques. Sauf que l'arrivée de l'ex-barcelonais pour le montant record de 222 millions d'euros change la donne. Le Brésilien est venu pour faire grandir le PSG, mais aussi pour décrocher le ballon d'or, ce qui passe par un maximum de buts sous ses nouvelles couleurs. Résultat, quand Kylian Mbappé a obtenu un pénalty à la 78e minute de jeu, Neymar est venu réclamer le ballon dont s'était emparé Cavani. L'Uruguayen a refusé, puis peut-être un peu perturbé par l'épisode, a échoué. Une dispute qui ressemble à l'ordinaire d'un club de Ligue 1, mais qui prend bien sûr un relief tout particulier à l'échelle du PSG et de son trio de vedettes Mbappé, Cavani, Neymar. Une première querelle entre Sud-Américains avait eu lieu quelques minutes plus tôt à la 57e minute de jeu sur coup franc obtenu par Paris. L'autre star brésilienne du club, Dani Alves, a empêché Cavani de tenter sa chance pour confier le ballon à son compatriote Neymar. Il y a donc bel et bien une bataille d'ego qu'Unai Emery va vite devoir calmer. Alors, le clash, comme titrait l'équipe entre Neymar et Cavani, est-ce que à ce niveau-là, on peut se permettre des scènes pareilles? Inadmissible, c'est vrai, à ce niveau. Maintenant, le malaise, il est visible aussi. Ça fait, voilà, depuis quelque temps, on a remarqué sur les coups de pied arrêtés qu'entre Cavani et Neymar, tout le temps, ils se disputent la balle. On a vu le dernier match contre Lyon, où c'est même Dani Alves qui est venu prendre le coup franc pour le donner à Neymar en lui disant prends tes responsabilités, c'est toi qui dois tirer. Donc voilà, le malaise, il est là, réel. Le problème, c'est que Neymar est venu avec son statut de star en plus. Donc il est venu pour amener, pour prendre cette équipe du Paris Saint-Germain dans ses bras, par rapport déjà à beaucoup de choses, par rapport éventuellement, comme on l'a vu sur le reportage, en pensant peut-être au futur Ballon d'Or, quand Messi et Ronaldo peut-être auront dit en tout cas, peut-être auront pris leur retraite, ou en tout cas les années qui suivent. Donc il y a Cavani qui était là et qui était meilleur buteur du club depuis quelque temps. Et normalement, c'est lui qui tirait les pénaltys. Le problème que moi je me pose, c'est par rapport à cet entraîneur. Parce que dans une équipe, Jalal, il y a un tireur de pénalty qui est là et affiché même au vestiaire. Il paraît Moussa, deuxième Amine. Oui, mais donc il paraît affiché au vestiaire. Parce que là, non, tu verrais mon pied gauche, tu dirais premier Amine, deuxième Moussa. Voilà, exactement. Il paraît qu'il y avait une alternance et que c'était autour de Neymar. Ils ont instauré une alternance entre Neymar et Cavani et que c'était autour de Neymar. Alors, il faut virer le coach. Il faut virer le coach. S'il y a une alternance sur les pénaltys, il faut virer le coach. Il faut virer le coach, il ne sert à rien. Parce que d'habitude, dans une équipe, c'est le buteur, c'est lui qui tire les pénaltys. Cavani a toujours tiré les pénaltys. Par contre, quand Neymar est venu, par rapport à son statut de star et tout, l'entraîneur pouvait décider et dire que cette année, c'est Neymar qui les tire. Mais plus grave, Moussa, plus grave. Le problème, c'est que une alternance, comme tu me le dis. Alors là, franchement, cet entraîneur n'a plus rien à faire là-bas. Aujourd'hui, c'est Neymar. Le prochain match, c'est Cavani qui tire. Après, c'est Rabiot. En tout cas, le plus grave, et selon des statistiques des derniers matchs, en tout cas, c'est que le pourcentage de passes de Neymar
vers Cavani, qui est normalement l'avancement de cette équipe, est famélique. C'est-à-dire que ce gars, il ne reçoit pas de ballon de Neymar. Et selon certains médias catalans, notamment le quotidien Sport, Neymar aurait même exigé aujourd'hui tout simplement le départ de Cavani. Moi, j'y crois pas. Honnêtement, je pense que c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau. Mais maintenant, si on doit rentrer dans un verre d'eau plus... c'est difficile. Tentative de coup d'humour, Jalel. Hein? Allez. Okay. Disons que ce serait plus envisageable que le contraire, déjà parce que Neymar coûte très cher. Donc aujourd'hui, le projet va être construit autour de sa personne. Et en deux, le deuxième but le prouve d'ailleurs, Mbappé peut tenir le rôle de Cavani. Donc aujourd'hui, si Cavani venait à partir par exemple en hiver, contre un véritable ailier droit, parce qu'aujourd'hui Di Maria occupe le poste un peu par défaut, ça ne poserait pas un problème technique à Unai Emery. C'est-à-dire que Neymar garderait son côté gauche, Mbappé glisserait dans l'axe, et effectivement, un nouvel ailier droit pourrait venir. Maintenant, je pense que tout ça sont tout ça sont des supputations. Parce que j'ai entendu plein de choses. Moi, j'ai lu un peu, j'ai beaucoup suivi un petit peu l'affaire. Bon, apparemment, non, Neymar n'a rien demandé du tout. Il se serait mis d'accord. En fait, il se serait un peu pris la tête dans les vestiaires juste après le match. Emery. Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive cette saison, c'est déjà arrivé à Guingamp, il me semble, aurait déclaré que c'était Cavani qui tirait les pénaux. Maintenant, il faut aussi resituer les choses dans le contexte. Mais vendredi et dans un point de presse avant le match, il y avait cette question des pénaltys il a parlé de l'alternance. Non, Emery, après Guingamp, a dit là où Emery... Oui, après Guingamp, il l'a dit, mais avant le match de Lyon... Après le match, il a dit autre chose. Après le match, il a dit on va régler ça en interne, c'est-à-dire qu'on n'avait toujours pas tranché. Donc je pense que Emery aujourd'hui nage dans des eaux il nage dans des eaux, je ne dirais pas trop, mais dans des eaux où il ne sait pas encore comment se sortir de la menace là où il est. Maintenant, au-delà de ça, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Cavani a longtemps été à l'ombre de Zlatan. Oui. Cavani, aujourd'hui, l'an dernier, quand il sort de l'ombre de Zlatan, c'est 49 buts en 50 matchs, il me semble. Sauf que le PSG, malheureusement pour lui, n'a rien gagné cette année-là. Oui, non, mais aujourd'hui, on parle de buts et de ratio personnel, parce qu'aujourd'hui, ces gars-là ne sont comptables que des buts qu'ils mettent. Et je crois même qu'ils ont tous des clauses dans leur contrat où ils gagnent plus d'argent quand ils finissent meilleur buteur ou meilleur passeur. D'ailleurs, il y a en jeu... Et c'est là où effectivement, quand tu parles 1 million d'euros de plus pour le meilleur buteur du PSG. Neymar doit avoir une certaine clause pareille aussi. Donc, des gros sous, c'est de l'ego. Peut-être, mais aussi des gros sous. Maintenant, effectivement, l'analyse la plus fine que j'ai pu dire, moi, parce que effectivement, certains s'y connaissent mieux, ceux qui suivent le PSG, c'est qu'aujourd'hui, un garçon comme Cavani a plus de choses à perdre que Neymar. Parce qu'un Cavani, aujourd'hui, d'ailleurs, qui se réjouissait de l'arrivée de Neymar parce qu'il marquait beaucoup plus de buts, a plus de risques de perdre sa place et de marquer moins de buts avec un Neymar moins présent que Neymar. Que le contraire, en fait. En gros, Cavani a plus besoin de Neymar que Neymar aurait besoin de Cavani. Maintenant, ce qui inquiète le plus les gens, c'est la relation Mbappé-Neymar. Oui. Parce qu'elle semble beaucoup plus aboutie pour l'instant que, et ça tu l'as dit tout à l'heure, Cavani, le reste des duos. Et aujourd'hui, je pense qu'un Paris peut se permettre de laisser partir un Cavani bien plus qu'un Mbappé ou d'un Neymar. Amine, la relation Neymar-Mbappé... Elle est technique, donc elle est beaucoup plus évidente. Exactement, mais parce que ça se voit sur le terrain. C'est des joueurs techniques. Cavani, c'est un renard de surface, un buteur. Il va attendre que Neymar et Mbappé... mais s'il donne plus de ballon, notamment dans la profondeur qu'un Cavani, dans le jeu du PSG, tu vas plus voir un Neymar jouer avec Mbappé chercher Neymar, parce que techniquement, c'est des joueurs mais tu peux, pardon, j'ai une dernière phrase, tu peux imaginer que tout ça est une tempête dans un verre d'eau, parce qu'il suffirait que le Khleifi prenne tout ce beau monde dans un bureau pour placer l'affaire en 2 temps 3 mois. En tout cas, la reprise de l'entraînement, c'est ce mercredi. La reprise de l'entraînement, c'est ce mercredi. Et justement, Nasser Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, a exigé une rencontre tout de suite, dès la reprise de l'entraînement, entre les différents protagonistes, le directeur technique, Enrique, Unai Emery et aussi les deux joueurs, rapidement. Nasser n'avait même pas à intervenir. C'est l'entraîneur qui désigne le tireur de pénalty dans une équipe qui est affichée au vestiaire. Après, quand ça commence à affecter même le jeu de l'équipe au-delà du penalty, là, ça commence à être très très grave. Lui, en tout cas, il était au Parc des Princes dimanche. C'est notre super consultant pour le football français, Hervé Penaud. Hervé qui revient également sur cette affaire qui continue bien entendu de tenir en haleine la planète football.
Le problème, si vous voulez, c'est que Neymar est venu au PSG pour être, en gros, ressortir de l'ombre de Messi. Il aimait bien Messi, il aimait bien jouer avec lui, mais à un moment, il a envie d'être la star absolue, peut-être le futur Ballon d'Or, donc il fallait qu'il soit le héros d'un club, le héros, l'image absolue d'une équipe et d'une ville, Paris en l'occurrence. Mais si ça pose problème de cette manière-là, à un moment, peut-être que l'entraîneur est obligé de faire un choix. Donc pour l'entraîneur, là où ça pose problème, c'est que si aujourd'hui, il dit, s'ils n'arrivent pas à s'entendre ensemble, je prendrai des décisions. Mais il dit d'abord, s'ils n'arrivent pas à s'entendre ensemble, parce qu'il n'est pas bête non plus. Vous savez, les sportifs de haut niveau avec des égos surdimensionnés de ce niveau-là, parce que là on parle de type hors norme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un moment, ça peut poser des problèmes relationnels entre l'un et l'autre, et puis évidemment amoindrir l'impact du Paris Saint-Germain. Et surtout, Emery se retrouve en première position, et puis finalement se retrouver en grosse difficulté, sachant déjà que son crédit n'est pas illimité. C'est pas Mourinho qui arrive. Voilà, parce que ce que dit Hervé, il est d'accord avec vous, c'est aussi la position de l'entraîneur. Parce qu'avec quelqu'un avec un gros calibre comme José Mourinho, il n'y aurait pas eu ce genre d'attitude. L'attitude de Neymar, qui n'étonne pas, Amine, quelqu'un qui a connu, qui a fréquenté Neymar ces 4 dernières saisons, c'est un certain Frédéric Hermel, qui ne semble pas être donc étonné par ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Fred. Oui, enfin, moi, ça m'étonne qu'à moitié, ce comportement de Neymar. Il faut voir que quand il est arrivé à Barcelone, il avait été bien briefé, comme on dit, il avait été bien préparé. Il fallait qu'il se mette au service de Messi. Et lui-même, dans son discours, il n'était pas là pour concurrencer Messi, il était là pour aider Messi. Voilà. Donc, à aucun moment, il n'aurait osé prendre un penalty, prendre un coup franc. C'est même Messi qui avait, comme un prince, parfois donné un penalty à Neymar, donné la possibilité de tirer un coup franc, notamment quand Neymar était pas chanceux devant le but. Voilà, Messi, mais c'était le prince Messi qui donnait quelques miettes de son pouvoir à Neymar. Il en a souffert, bien entendu. Donc moi, ça me paraît normal que connaissant Messi, plutôt connaissant Neymar, connaissant l'entourage, cette cour, les copains, les toys, le père, qui lui bourre le mou très souvent, c'est normal que lui, il va estimer qu'il ne peut pas être derrière Cavani. Donc, il n'est pas venu au PSG pour être le subordonné de quelqu'un comme il le fut à Barcelone. Ça paraît évident. Ouais, donc il ne veut pas, c'est normal. Neymar ne peut pas se permettre d'être. Le contexte, c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'on va quand même rappeler que Neymar, pour une histoire de pénalty raté à l'époque de Santos déjà, s'était pris la tête avec son entraîneur, il avait fait virer l'entraîneur. Ouais. Je dis bien, fait virer l'entraîneur. Donc aujourd'hui, par la suite, on a bien vu. Je pense que c'est un comportement, peut-être qu'il a dû tenter une fois ou deux. À Barcelone, mais très vite, il s'est rendu compte. À Barcelone, il n'y avait pas cette attitude. Il y a Messi, donc. Et il y avait déjà son message. En arrivant, même s'il n'y croit pas trop, je suis là pour faire briller encore plus l'étoile Lionel Messi. C'est ça. Alors qu'en arrivant, il n'a pas dit je suis là pour faire marquer plus de buts à Cavani. Après, tu sais, c'est là où Moussa a raison sur un point. Ça dépend des messages. C'est pour ça que le contexte est très important, encore une fois, je le répète. Ouais. Ça dépend des messages envoyés par les dirigeants aux joueurs. Qu'est-ce qu'on leur dit? Je pense que voilà, si à Paris, ils ne disent pas, bon, tu seras au service du collectif, il faut que Cavani mette des buts, il faut que tu mettes des buts, il faut qu'on gagne des titres, mais qu'on lui dit, bon voilà, tu seras la star aujourd'hui sur laquelle on va fonder, ou du moins faire tourner ce nouveau projet pour aller le plus loin avec des champions, voilà, il aura ce genre de comportement. Mais à un moment ou à un autre, les amis, à un moment ou à un autre, Neymar ne peut pas gagner un match de football tout seul. Il aura besoin de quelqu'un qui plante 40 à 50 buts par saison. D'où Emery, d'où la centre lui, Neymar a besoin de Cavani. Le problème, c'est Neymar, pourquoi il est venu au PSG? C'est pour être la star, c'est pour amener cette équipe vers les sommets. Aussi, beaucoup d'argent. C'est clair, il n'a pas demandé ça quand ils ont levé la clause du contrat. Mais c'est surtout ça. C'est pour être la star de l'équipe. C'est ce qui lui manquait à Barcelone, parce que c'était Messi qui était devant. Il est à Paris pour être devant. Les pénaltys, c'est moi qui les tire. Les coups francs, les balles arrêtées, c'est moi qui décide du sort de l'équipe. Donc voilà, c'est surtout par rapport à ça. Et les pénaltys marquer des buts, ça lui fait un ratio important par rapport surtout à ce qui est dans sa tête, c'est-à-dire être futur ballon d'or du football mondial. Pour être ballon d'or, il faut gagner la Ligue des Champions. Et pour gagner la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a besoin d'un grand Edinson Cavani. Ce qui m'étonne, moi, franchement, ce qui m'étonne, c'est que ce genre d'histoire, ça ne se gère pas en amont. Et, Amine, l'image, c'est très très important. Et l'image du Paris Saint-Germain aujourd'hui, qui est en train de s'inviter donc, au festin des grands,
mais elle est très sérieusement écorchée. Absolument. Elle est d'autant plus écornée que voilà, même la déclaration d'après-match de Unai Emery ne vient pas lever de doute. Bah ouais. Je ne sais pas qui disait tout à l'heure, effectivement, sous un Mourinho, ça ne serait jamais arrivé. Oui. Sous un Pep Guardiola, ça ne serait jamais arrivé. Sous un ben voilà, en fait, c'est ça. Ce que tu dis est très juste. Mais voilà, je pense qu'il serait inspiré de le régler en interne avec une bonne gueulante de la part de Nasser Khalifi. Ah oui, sinon, le vestiaire va exploser. Oui. C'est une certitude. Déjà qu'il y a une colonie brésilienne qui est là-bas. Ouais. On l'a vu sur le coup franc. C'est Daniel Alves qui vient prendre le ballon et qui le donne à Neymar. Il y a Marquinhos qui est là-bas. Il y a une colonie brésilienne qui est là-bas. Un capitaine brésilien qui est très bon joueur. Il est très bon joueur, Daniel Alves, mais c'est pas un bon acteur parce qu'il dit non, c'est moi qui voulais tirer ce coup franc sur une radio brésilienne. Les deux joueurs ont même failli en arriver aux mains, si ce n'est l'intervention, selon plusieurs sources. En tout cas, mon avis personnel, c'est l'entraîneur qui doit trancher ça. Autrement, le voir le président. Voir le président. Autre affaire. C'est pas le président qui fait l'équipe, c'est l'entraîneur qui met les. C'est l'entraîneur qui désigne. Ça l'énerve, ça, Moussa. Ah bah oui, c'est l'entraîneur qui désigne, c'est ce qui tire les pénaltys, les coups francs, les balles arrêtées. Et si l'entraîneur n'a pas la personnalité pour, on fait comment? Mais il faut le changer. Il faut qu'il parte. Autre affaire franco-espagnole, les amis. Autre affaire, c'est la grave blessure. La grave blessure d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, c'est le joueur le plus cher, pas seulement du Barça, mais de l'histoire de la Liga, qui pourrait coûter jusqu'à 150 millions d'euros au FC Barcelone. Après, un match et demi. Voilà, exactement. Il s'est blessé. Et Fred Hermel revient sur cette tuile, comme je disais tout à l'heure, la blessure d'Ousmane Dembélé. Fred. Oui, j'étais à Retafe samedi et c'est vrai que c'était terrible de voir cette blessure d'Ousmane Dembélé, même si quand j'en ai discuté après en conférence de presse avec le coach Ernesto Valverde, personne ne s'attendait à ce soit si grave. On imaginait 3 semaines d'arrêt pour une petite déchirure musculaire derrière la cuisse, donc c'est vrai que c'était une grosse surprise que cette blessure très grave, 4 mois d'arrêt, c'est terrible. Moi, je pense simplement aussi que voilà, ce n'est pas peut-être que la faute de la malchance. Dembélé, et je vais passer la parole à Hervé, qui suit l'équipe de France, il y a 3 semaines, Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, n'avait pas sélectionné Dembélé parce que il était en conflit avec Dortmund, qu'il avait refusé de s'entraîner avec Dortmund. Donc pendant 15 jours, il n'a pas fait la bonne préparation. Et il a forcé un peu son départ à Barcelone. Donc il n'était pas dans les meilleures conditions possibles. Donc Hervé va nous le dire. Deschamps avait bien senti qu'il y avait un risque quelque part. Et ben, la conséquence de ce risque, on l'a vu en partie à Retafe avec cette blessure très grave. Voilà, une blessure très grave et Dembélé qui s'est fait opérer en Finlande ce mardi. Retour à Paris et à Hervé Penaud, justement parce qu'il y a aussi une polémique en France et Fred Hermel l'évoquait à l'instant sur la non-convocation de Dembélé pour le dernier match parce que tout simplement il n'était pas prêt et que peut-être le Barça l'a fait jouer un peu plus tôt que prévu pour calmer un petit peu la crise et cette motion de censure qui vise aussi les dirigeants du club catalan. Hervé. Et effectivement, après, il y a des questions à se poser sur le management de Barcelone de ce cas Dembélé. Donc parfois aussi, il y a des coups du sort. C'est-à-dire que c'est une blessure qui devait peut-être exister. Alors, est-ce que c'est lié à tous ces inconvénients-là? Ce qui est sûr, c'est qu'il a eu un été agité. Alors, ça peut pas non plus faire que du bien. Mais je crois aussi, j'espère aussi que la qualité des médecins du club de Barcelone, s'il y a eu le moindre souci, ils auraient peut-être pu le voir. Simplement, effectivement, c'est qu'après, il y a une chose qu'on ne maîtrise pas. Et déjà, c'est pas le même type d'adversaire, la puissance des uns des autres, ça crée des fois des tensions musculaires, mentales évidemment, mais musculaires, qui font qu'à un moment, on peut effectivement se blesser sur des mauvais appuis, sur des mauvais changements de direction, surtout que lui, il joue beaucoup là-dessus, il a un côté un peu funambule, et puis avoir des blessures inattendues. Donc il y a aussi des fois la faute à pas de chance, parce que j'ose espérer quand même qu'à Barcelone, ils avaient quand même prévu que son été avait été agité et qu'ils avaient quand même fait les tests nécessaires pour voir dans quel état physique il pouvait se trouver. Voilà donc Dembélé qui, selon son entraîneur d'ailleurs, qu'on va écouter, allez, Ernesto Valverde, l'entraîneur du FC Barcelone, qui évoque cette erreur de jeunesse de Dembélé. Normal que cuando un jugador está estirando siempre se está tocando o el gemelo o la rodilla o el bíceps femoral o el cuádriceps, es igual, no sé. Lo que está claro es que es un jugador que no ha tenido nunca un problema muscular, que no tiene esa experiencia para reconocer igual las pequeñas molestias o los gestos que son más agresivos para paliar eso.
Y bueno, o sea, un jugador que va a esa velocidad y que hace un gesto, un taconazo como el que hizo él, que es lo más agresivo que puedes hacer para el bíceps femoral, vamos, que nos ha pasado, a mí también me ha pasado, en un taconazo romperte, pues bueno, no voy a decir que sea normal, pero entra dentro de las probabilidades de que te pueda ocurrir. Yo creo que un jugador más veterano quizás ese gesto no lo hubiese hecho. Voilà, une erreur de jeunesse, tu crois? Parce que sur plusieurs médias espagnols que j'ai regardés ces 2-3 derniers jours, on voyait que Dembélé, déjà à l'entraînement, se touchait la cuisse, qui s'est blessé. Même avant le match, quand il faisait l'échauffement aussi, c'est la même chose. On a aussi reproché au club de Getafe de ne pas avoir arrosé la pelouse qui a provoqué cette blessure. Moi, je suis plus d'accord avec ce que disait l'entraîneur. Moi, c'est des blessures que j'ai eues souvent. Ouais, voilà, derrière la cuisse. Mais là, pour le cas de Dembélé, le joueur, il n'était pas encore prêt. Ouais. C'est surtout, il a repris avec Barcelone. Barcelone, ils l'ont fait jouer sans que le gamin n'ait pu s'entraîner convenablement avec l'équipe. Il n'a pas fait la préparation. Il était même prêt, on le disait tantôt, ou la semaine dernière, qu'il était même prêt à aller à Dakar chez son grand-père si jamais Dortmund ne le lâchait pas. Donc, il n'a pas fait la préparation hivernale. Et Barcelone, ils l'ont fait jouer dans la Champions League pendant 80 ou, je pense, 80 minutes. Là aussi, il a démarré le match. Et pour les déchirures musculaires, si Jalal, il n'y a pas pire que d'aller en vitesse et d'essayer de faire une talonnade. Ouais. Là, c'est direct, mais ça ne pardonne pas. Moi, à chaque fois que j'ai eu ça, c'était pareil. Alors, je faisais une bonne préparation, mais avec la vitesse, tu fais une talonnade et ça se déchire. Donc voilà, moi, ce qui me peine surtout, c'est 4 mois. Pour moi, c'est beaucoup. C'est énorme. Et surtout une année, une année de Coupe du Monde, parce que on espère qu'il va revenir. Mais c'est surtout que 4 mois, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup même pour le Barça. Les élongations, ça prend 3 semaines, Amine. Oui, enfin, tout ce que tu dis est évident parce que tu l'as vécu. Donc effectivement, tu sais de quoi tu parles. Maintenant, ce que je trouve vraiment dommage, c'est d'avoir une excuse aussi pathétique, on va dire, de la part de l'entraîneur. Dembélé ne doit pas faire de talonnade parce qu'il revient, parce que la blessure musculaire, avec plus d'expérience, il n'aurait pas fait. Dembélé fait sa talonnade dans le cours du jeu. Je crois que pendant qu'il va courir, il arrive, le ballon qui va sortir, il va se dire « Ah non, pas de talonnade parce que mon… » Non, c'est plus par rapport à c'est pour ça que c'est pathétique l'explication de Valverde. Je pense qu'ils sont aujourd'hui, ce club, dans une sorte de spirale négative qui a été justement matérialisée par un recrutement raté, le départ de Neymar. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'entraîneur aurait pu se contenter de dire que voilà, on a peut-être fait l'erreur de le faire jouer beaucoup trop tôt, ne pas lui jeter l'opprobre dessus et reconnaître un peu leur tort. Mais bon, voilà, je pense aujourd'hui que ces clubs-là sont dans un engrenage un peu compliqué vis-à-vis de leurs sociaux, vis-à-vis du monde qui les scrute. Donc Dembélé, moi je pense qu'il n'y peut rien. Il a fait son match, il était mal préparé, il n'aurait peut-être pas dû revenir aussitôt parce que pas de préparation d'avant-saison. Donc talonnade, pas talonnade, ça aurait pu se faire sur un tacle, ça aurait pu se faire sur une accélération, sur une frappe. Ben voilà, ça se trouvait que c'était une talonnade. Donc je suis plus déçu du comportement et de la rhétorique de l'entraîneur que de la talonnade de Dembélé qui le blesse. En tout cas, Dembélé était supposé être le baume pour soigner la blessure. Comme quoi, ils n'ont vraiment pas de chance. Je suis poète quand même. Ça ne les a pas empêchés ce soir d'en mettre 6 à Eibar. Ouais, ça ne les a pas empêchés, mais c'est comme même quand on ramène un joueur pour faire oublier une star mondiale, un futur Ballon d'Or, on ne s'attend pas à ce qu'il se blesse gravement après 2 matchs. En tout cas, il y en a quelqu'un qui va jamais, mais alors là, jamais gagner le Ballon d'Or. Il s'appelle Soren Eisman. Retenez bien ce nom. Si vous le croisez un jour sur un terrain de football, méfiez-vous bien entendu de cet homme qui est capable de tout. Lors d'une rencontre qui s'est jouée en 3e division allemande, Monsieur Eisman a marqué un but sur une action où il a fait preuve tout simplement d'un manque. Mais alors, mon cher Moussa, d'un manque de fair play énorme. Comment on peut faire ça? Tout craché. Tu sais que c'est comme ça qu'il met les buts, Jalal. Non mais sérieux. Jalal, il est gardien de but, qu'est-ce que tu racontes? Je me plaisante pas, c'est comme ça qu'il met les buts. Voir l'action, qu'est-ce qu'il a fait? C'est scandaleux. Mais ce qu'il a fait, c'est un scandale, Moussa. Scandaleux. Qu'est-ce qu'il a fait? J'aimerais bien revoir l'action. Mais tu vas la revoir parce que, regarde, un joueur de son équipe se blesse, Moussa. Non, genre son équipe fait une faute ignoble. Sur le numéro 10. Non, mais il se blesse. Il se blesse effectivement. C'est ça. Et ils arrêtent de jouer les autres. Ils disent voilà, on arrête. Le 9 arrête. Il la récupère. Et il nous fait une gelelle. Ah, il est fair play. Voilà, il nous fait une gelelle. En tout cas, notre ami Sorensen Eisman ne gagnera jamais le Ballon d'Or, Sorensen Eisman. Donc, mes amis, bien entendu,
il ne reste qu'une petite poignée de secondes. Le temps pour moi de vous remercier. Merci beaucoup, Moussa Ndao. Merci également comment Direyev également à Amin Rahmouni. On va se retrouver beaucoup, exactement tous la semaine prochaine, mardi prochain, pour un nouveau numéro du club. Ciao.